Mais je commencerai mon propos simplement en disant quel beau congrès. Déjà, du fait de votre invitation, Madame, vous voyez qu'une congressiste, parmi tant d'autres, peut exprimer un vœu et que ce vœu se réalise. Et le 77e congrès a bien eu lieu ici, à Nantes. Et je le dis parce que conseil départemental, conseil régional, monsieur le vice-président, je le cherche, bien, et puis la ville de Nantes. Nous avons été accueillis par votre maire et vous pouvez lui dire que ces espaces, je lui ai déjà dit, mais ces espaces, ces volumes, c'est-à-dire ces déambulations, ces parvis, ont permis de donner du confort et du sens à ce congrès qui rassemble des générations différentes, des responsabilités, des professionnels, des échanges, de l'ambition. C'est un beau congrès. Et puis on n'oublie jamais la partie expo, la partie professionnelle, ces rencontres entre nos cadres, nos agents et des professionnels. Tout le monde a exprimé sa satisfaction. Bien, n'ayez crainte, on fera un débriefing et on trouvera bien quelques éléments qu'il faudra améliorer pour les années qui viennent ou pour l'année prochaine. Mais sincèrement, il y avait un enjeu fort. Et la promesse d'être dynamique, positif et ambitieux, eh bien, a été tenue. Merci donc tout particulièrement aussi à vous, Madame la Ministre, d'être venue clore nos travaux et surtout d'avoir pris le temps, mardi, aux côtés du Premier ministre et hier, d'échanger avec les organismes HLM, comme l'ont fait également vos collègues Hélène Geoffroy, Erika Barrès et Patrick Kanner, entre la politique de la ville, la politique du logement chez les ultramarins. Il y avait beaucoup à regarder, à analyser et à travailler. Ces débats ont donc été riches d'échanges, ils sont stimulants, ils l'ont été d'ailleurs dans les plénières, dans les ateliers, sur les stands, dans les parvis et au forum, et sur le pavillon de l'innovation, voire à la rencontre des start-up. Je crois que nous n'avons jamais été d'ailleurs aussi nombreux. Hier, mardi, cela a été la journée peut-être où il y a eu le plus de visiteurs depuis que ces congrès existent et que nous comptons les personnes qui passent. Et puis pour ceux qui ont eu besoin peut-être de se ressourcer, de se redonner des forces, l'accueil aussi en ville a été exceptionnel. Voilà. Dès à présent, je pourrais dire que nous reviendrons à Nantes. Madame la ministre, nous venons d'adopter une résolution, elle a un titre sans équivoque, vous l'avez entendu, oui au logement social. Oui, le logement social est une chance pour la France, pour nos concitoyennes et concitoyens, pour nos entreprises, pour notre économie, pour notre société. Le lien citoyen et le lien social passent aussi par nos actions dans le logement, dans les quartiers, et bien au-delà simplement du bâtiment que l'on essaie d'améliorer et que l'on veut cartographier, comme vous l'avez vu. C'est une conviction, c'est un engagement pour les femmes et les hommes qui sont ici, professionnels, mais avant tout militants du logement social. C'est aussi une réalité incontournable, comme l'ont démontré l'ensemble des débats. Madame la ministre, le Premier ministre, mardi, a annoncé le prolongement de 1 milliard de l'enveloppe des prêts de haut de bilan. Je ne reviens pas sur les discussions, mais cette enveloppe était initialement prévue à 2 milliards, et donc nous avons considéré avec grande satisfaction que c'était une étape pour un haut de bilan dont nous demandons évidemment l'enveloppe, le doublement, pour que ça corresponde à l'ensemble des demandes. Évidemment, il faut aussi du temps, il faut rechercher l'argent, il faut discuter, négocier, mais ce geste est significatif d'une volonté
d'exprimer une réponse à ceux qui ont démontré leur mobilisation pour produire, pour réhabiliter, pour faire vivre les quartiers. Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts, le rappelait hier que de nombreux experts s'étaient penchés sur le dossier des financements, entre autres, que de grands corps d'inspection, entre autres d'un ministère qui surplombe la Seine, accompagnés de l'ANCOLS, qui, encore une fois, et vous savez que cela ne nous convient pas, mêlait sa mission légitime, exigeante de contrôle, avec une mission d'évaluation qui relevait beaucoup plus de la Cour des comptes et que celle-ci devrait plutôt le mener. Bref, ils avaient expliqué dans des notes sérieuses, documentées comme ils savent si bien le faire, que les prêts de haut de bilan ne serviraient à rien, seraient peu consommés et ne correspondaient pas aux besoins des organismes. La réponse est venue de vous, 6 milliards d'euros en réponse à cette campagne lancée par la Caisse des dépôts et consignations pour mobiliser ces 2 milliards. 0,3 points du PIB de notre pays. C'est quand même pas rien. Ça veut dire aussi qu'il y a des besoins. Voilà. L'exigence que nous avons collectivement, elle s'appuie sur des faits, sur des besoins, sur la réalité. Imaginons ensemble le tsunami qu'auraient été ces prêts, enfin ces demandes, si nos experts avaient pronostiqué leur réussite. Comme quoi, il faut toujours de la modestie, quel que soit le rang de responsabilité ou d'expertise que l'on a. Je me voulais taquin, vous l'avez compris, car je veux que nous partagions bien une conviction. Les organismes HLM sont prêts à agir. Ils n'ont que besoin qu'on leur donne les moyens, qu'on leur laisse exprimer, exploiter leur énergie et leurs moyens, et qu'ils soient évalués aux résultats. Vous savez, dans notre pays, c'est l'ancien conseiller en formation continue qui vous le dit, dans notre pays, on n'a pas la culture de l'évaluation qui permet d'analyser une situation, de relancer une machine, d'approcher le plus vrai de la réalité. Cher Emmanuel Cauze, nous allons consommer cette enveloppe complémentaire pour la production et pour la rénovation thermique, qui en a bien besoin. Et permettez-moi de vous alerter dès à présent et de le dire très solennellement à travers vous, à l'ensemble du gouvernement qui vient de présenter son projet de loi de finances pour 2017, nous voulons que cette enveloppe soit garantie par la CGLLS. Lorsque d'autres, en particulier nos partenaires des collectivités locales, acceptent de garantir des prêts, il y a toujours un peu une limite à tout cela. Et puis quand il y a de nouveaux élus, il faut faire de la pédagogie, leur expliquer, tout se banalise ensuite. Mais sur ces objectifs importants, nationaux, c'est bien à notre caisse de garantie, c'est-à-dire à la caisse que nous abondons de notre argent, enfin de notre argent à vous, les locataires qui payez des loyers. Je vois que vous êtes toujours fidèles, c'est très bien. Et moi, je ne vous oublie pas. Nous voulons, lorsque c'est nécessaire, que la CGLLS puisse avoir des moyens d'exercer ses missions essentielles pour les organismes. C'est possible. Mais il y a une condition. Il faut que cessent les prélèvements sur les fonds propres de la CGLS, prélèvements qui continuent à ne pas être reversés au logement locatif social. J'accepte la solidarité. J'accepte des contributions éventuelles lorsqu'elles sont discutées, négociées, transparentes. Je l'ai déjà dit à Christian Eckert et je ne cesserai de lui rappeler, et là où j'aurai l'occasion certainement de m'exprimer, je le rappellerai. Il faut que cessent, par les cotisations, les prélèvements indus sur les organismes pour investir. Nous avons besoin de nos fonds propres. Lors de la création du FNAP, ce n'est pas si vieux, il y a 1 an, l'État a pris un engagement, un financement à parité entre le budget de l'État et les organismes HLM. Je pense qu'il n'est pas utile d'insister sur notre attachement au paritarisme. Mais la parité, ça veut dire égalité. Si je mets 1, l'autre met 1. Si on est 10, l'autre est 10.
Et là, c'est encore un modèle qui échappe du côté de Bercy à cette organisation. Un an après, déjà, la trajectoire commence à dévier. Le projet de loi de finances prévoit une contribution de l'État de 200 millions. Nous, on se disait quand même qu'à moins de 250 millions, on ferait entendre notre voix. Et que 250 millions, nous pouvons effectivement les mettre. Mais que cela aussi impliquait à l'État de rentrer dans d'autres politiques d'une façon plus active. La mission régalienne de l'État doit être assurée. Nous avons tenu nos engagements, nous avons fait la mutualisation, nous avons relancé la production, amplifié la rénovation, lancé des opérations d'innovation. Madame la ministre, portez notre parole. Nous avons besoin que l'État soit, même en matière budgétaire, stable au cap, lui aussi. J'évoquais la stabilité en matière budgétaire et sa relative absence. Je dois dire que nous devons, en revanche, être pleinement conscients du tournant important pour l'avenir que nous avons pris ensemble depuis l'adoption de la loi Allure, de la loi Ville et bientôt de la loi qui sera votée d'ici la fin de l'année, la loi Égalité-Citoyenneté. Il y a encore des débats. Et je sais que l'atelier auquel vous avez participé hier a permis d'en aborder plusieurs, mais toujours avec franchise et pragmatisme. Regardons le chemin parcouru. Le chemin qui se dessine va marquer durablement notre façon de construire des politiques de peuplement dont le Premier ministre rappelait mardi l'importance. Mais ça ne se décide pas qu'à Paris ou dans une tour de la Défense. Ça se travaille sur le terrain. Ça se travaille sur le quartier. Lorsque la loi nous permettra, par la CNIL, de travailler sur la cartographie réelle de l'occupation sociale de nos quartiers, on fera la démonstration que la mixité, elle existe déjà. Et que rendre les quartiers attrayants, ça demande aussi beaucoup de travail. Parce que si on ne le sait pas, quand on demande un logement, on peut refuser celui qui est offert quand il ne correspond pas à ce que l'on imagine du logement social que l'on avait. Donc il faut être très attentif à cela. Et c'est pour ça que depuis 4 ans, nous avons ensemble, puisque nous en payons une bonne partie, créé le GIP SNE en co-animation État-USH. Nous avons rendu possible l'enregistrement en ligne de la demande HLM. Ça aussi, ça a été fait ensemble. Bien sûr qu'il y a un maître d'ouvrage, bien sûr qu'il y a une commande, bien sûr qu'il y a des gens qui poussent, mais nous l'avons fait ensemble, Madame la Ministre. Nous avons mené à bien le chantier de la numérisation du dossier. Cet édifice est complété par des dispositifs de gestion partagés sous l'égide des EPCI. Donc on voit tout ce qui a été déjà parcouru, la mise en œuvre de tout ça, ce sont des outils nouveaux. Là aussi, attendons d'en évaluer les effets sur le terrain. Ne venons pas encore recompliquer plus que cela n'est déjà. Mis en regard de la définition à la même échelle pertinente d'objectifs d'attribution, adossé donc à la cartographie qui est prête et ne demande plus qu'à être alimenté des données, il constitue un nouveau schéma. Et ce schéma peut être efficace pour participer à la lutte contre la ségrégation territoriale. Et ce nouveau schéma peut être efficace pour participer à la lutte, je viens de le dire, les EPCI et les bailleurs devront s'en saisir en fonction des enjeux locaux. Il nous faudra quand même être vigilants. Le texte étant lui-même un peu complexe. Les experts de l'Union disent un peu, alors moi je peux oser dire beaucoup. Les décrets ne doivent pas encore le complexifier. Les délais de mise en œuvre, et je pense particulièrement aux nouvelles conventions d'utilité sociale, doivent être réalistes. Il nous faudra enfin garantir que les fichiers partagés, créés à notre initiative, qui ont été à bien des égards les précurseurs de cette démarche, y trouvent leur place. Voilà. Nous sommes des partenaires, on se respecte, on négocie le temps qu'il faut, on discute, on s'oppose, on essaie de trouver la meilleure solution pour de l'efficacité. Nous en avons longuement parlé mardi, vous l'avez compris, nous sommes les bailleurs des quartiers populaires. C'est un honneur de la République, nous ne voulons pas être les bailleurs des ghettos.
Le mouvement HLM s'est engagé de toute sa force dans le programme national de rénovation urbaine. Il est prêt à le faire avec la même conviction dans le nouveau programme de renouvellement urbain. Il faut le faire en partant de l'intérêt des habitants, de la nécessité de repenser des quartiers et de les réintégrer dans la ville. Il ne veut pas avoir à mener un programme dont la qualité serait dégradée par rapport à ce que la justice territoriale impose. Des discussions ont eu lieu ce matin, des échanges de vues. Le mouvement a accueilli mardi Manuel Valls, Premier ministre, qui a dit avec fermeté que l'avenir des quartiers était une responsabilité forte et que l'État allait y prendre toute sa place. Je dis y reprendre toute sa place. C'est une bonne nouvelle. Sa concrétisation doit être rapide et sans équivoque dans le projet de loi de finances 2017. Au texte, j'ajoute 2017, parce que les lois de finances, il y en aura encore beaucoup dans l'avenir. Mais c'est dès maintenant que ça doit être marqué. La mobilisation essentielle sur l'urbain ne peut être isolée. Ne nous voilons pas la face. Le rapport du Conseil national d'évaluation du système scolaire publié il y a 2 jours est alarmant. J'allais dire tristement alarmant. Comment redonner le plaisir de vivre dans des quartiers de la politique de la ville à des familles? Comment proposer à d'autres de s'y installer pour favoriser la mixité, quand on sait que l'on ne peut garantir à leurs enfants la même chance de réussir leur avenir, d'acquérir un diplôme, d'apprendre un métier, tout cela devenu essentiel sur le marché du travail? Je parle de l'éducation, mais la situation serait la même si l'on devait évoquer l'accès aux soins, au transport, la tranquillité, à la sûreté publique. Ce sont bien toutes les politiques qui dépendent des pouvoirs publics. L'État doit revenir entièrement dans sa définition régalienne et pas seulement les moyens spécifiques et réduits de la politique de la ville. L'État doit garantir les qualités réelles aux habitants des quartiers, à nos locataires. Et lorsque je parle de garantie d'égalité réelle, cela s'applique à tous les territoires, évidemment aussi aux ultramarins. C'est un projet global, c'est un projet de société, c'est notre vision de la société et du vivre ensemble qui est en jeu. Notre environnement institutionnel a changé. La réforme territoriale, l'émergence des intercommunalités, le regroupement des régions, tout cela en 24 mois. J'y étais favorable à ces évolutions, à ces rassemblements d'EPCI, EPCI de projet, à ces métropoles qui maillent le territoire, qui n'oublient pas leur environnement, qui dessinent une volonté politique stratégique pour l'avenir de notre pays. Regrouper de nombreuses compétences, modifier même les compétences, ce qui peut nous perturber, ici ou là, le département, les communes, la région, mais on doit retrouver une cohérence. Alors, il y a des ajustements très certainement à faire, mais notre mouvement se doit d'accompagner cette mutation. Alors, permettez que je salue nos associations régionales déjà engagées dans la mise en place de la nouvelle organisation territoriale du mouvement pour mieux accompagner le partenariat avec les EPCI, avec les CRHH, pour en faire de vrais lieux de débat sur les besoins en logement sur les territoires. Je parle en connaissance de cause, comme Meusien et Lorrain. J'étais hier à l'Assemblée générale constitutive de l'association régionale Grand Est. Cette union régionale sera, face au pouvoir public avec une capacité de gouvernance, de proposition et, s'il le faut, de contestation. On peut leur faire confiance. C'est une bonne chose. Chaque nouvelle région, en fonction de son contexte, doit trouver son organisation la plus pertinente au regard d'un seul enjeu, être aux côtés des organismes dans le dialogue avec les collectivités, avec les directions régionales de la CDC, avec les comités régionaux qui incarnent le paritarisme, Monsieur le vice-président, dans les territoires d'Action Logement. Voilà, nous sommes les uns et les autres adaptés, mis en ordre de marche. Et puis, ce sera presque la deuxième fois, au cours de ce congrès, je voudrais m'adresser aux locataires et à leurs représentants. Vous avez rencontré le Premier ministre, vous avez rencontré les différents ministres, vous avez été écoutés, vous avez participé au débat.
Nous savons que cette réforme a également des conséquences pour vous, qui êtes des bénévoles dévoués à une cause noble et que nous partageons. On ne partage peut-être pas toujours ce que vous demandez, hein. N'étendez pas mon propos trop loin. Mais être bénévole, être militant, passer d'une réunion de conseil d'administration à la commission d'attribution du logement, à une réunion ailleurs, plus loin, pour représenter un enjeu plus large. Vous êtes, certes peut-être nombreux, mais souvent pas assez nombreux. C'est parfois prendre des risques, connaître l'inquiétude de manquer à sa tâche ou à son devoir de militant, pour aider une famille ou faire savoir une difficulté pour établir le dialogue. Le mouvement HLM est solidaire de votre demande de reconnaissance du statut des administrateurs bénévoles. Je sais qu'il est assez souvent mis sur le chantier. Il n'a encore pas tout à fait débouché, mais le titre 1 du projet de loi Égalité et citoyenneté ouvre, Madame la Ministre, une porte sur cette question essentielle pour la démocratie associative. Nous allons continuer d'y être vigilants avec vous. Et nous le faisons, et vous le ferez, en responsabilité. Madame la Ministre, nous avons placé notre congrès sous le signe de l'innovation. Ici, vous l'avez vu, nous l'avons tous vu d'ailleurs, l'innovation est déclinée partout, dans les services aux locataires, dans les techniques de construction, de gestion, des frais de chauffage en particulier, des interventions sur le patrimoine, des services à la personne, de la qualité du service rendu, de la connaissance des difficultés. Elle a déjà toute sa place dans beaucoup d'organismes. À chaque fois qu'on rencontrait une start-up, un vendeur qui proposait un logiciel il y avait toujours une référence à l'organisme qui avait passé commande, à l'organisme qui avait permis l'expérimentation, à l'organisme qui avait appuyé, soutenu. Vous voyez que l'innovation est au cœur de la stratégie du mouvement du logement locatif social et de l'accession à la propriété. Voilà, nous pouvons être des partenaires sur le plan de la recherche et du développement de l'amiante. Vous savez nos exigences à une époque que votre ministère a finalisées. Et on l'a vu ce matin. C'était nécessaire, c'est très utile, c'est rigoureux. Eh bien, si je prends cet exemple qui avait beaucoup marqué son temps et les avancées que nous avons pu faire ensemble en exigeant que l'on recherche, que l'on modélise et que l'on mette en place des outils de détection, de traitement, l'étape de ce matin, j'avoue, me rassure. Voilà. Mais surtout, sur d'autres sujets, certains semblent parfois confondre, vous me le pardonnerez, l'expression gadget et innovation. Je le redis et je l'ai écrit, l'obligation faite à tous les organismes, quelle que soit la qualité thermique du patrimoine, d'installer des dispositifs d'individualisation des frais de chauffage peut être un non-sens. Bon. Je dois vous avouer, vous avez compris qu'en lisant ce paragraphe, je me suis dit, est-ce que les locataires, et ce sera peut-être aussi fonction du bâtiment dans lequel vous résidez, est-ce que les locataires vont être sensibles à cela? Parce qu'il y en a toujours un qui dira, moi j'utilise moins que le voisin et je paye autant que lui. Voilà. Eh bien voilà, donc nous sommes bien d'accord, mais ce problème sera traité par la réhabilitation thermique, par la remise aux normes des bâtiments, pas par simplement un comptage. Parce que si c'est simplement pour faire payer un peu plus à l'un, un peu moins à l'autre, on ne résoudra pas le problème de fond. Parce qu'aujourd'hui, dans les logements neufs aux normes d'aujourd'hui, dans les bâtiments à énergie positive, dans les bâtiments BBC, on ne se pose pas la même question. Donc il faut y être très attentif. Voilà. Nous travaillons ensemble, nous souhaitons résoudre ces problèmes.
Vous allez me dire, ce sont les problèmes, oui, du quotidien, ce sont les problèmes aussi de pouvoir d'achat de ceux qui occupent ces logements. Parce que tout centime économisé, je peux dire même tout euro économisé, c'est un euro qui peut être utilisé par l'individu, par la personne, par la famille. Dans les immeubles récents ou rénovés, bien isolés, ces dispositifs vont coûter plus cher que les économies qu'ils pourraient potentiellement générer. Voilà. Bon, je l'ai dit au Congrès, j'ai cru comprendre que vous approuviez mes propos. Ça donne du sens quand on va discuter et surtout essayer de convaincre. Voilà, je regarde nos experts. Nous voulons revenir sur cette question dans le débat sur le projet Égalité et Citoyenneté. Nous aurons besoin de votre soutien. Madame la ministre, il y a tellement mieux à faire pour utiliser les moyens des organismes que de nous faire installer des dispositifs inutiles. Au moins qu'on soit sélectif, qu'on nous laisse le rythme pour l'efficacité économique, l'efficacité au service du locataire. Alors parlons d'innovation utile proposée par le mouvement HLM. Il y en a simplement 45. Parce que dans le fond, Cap HLM, 45 propositions, c'est aussi une innovation dans le débat, dans la participation que vous avez apportée, dans les contributions que vous avez envoyées, dans les débats que vous avez eus, dans l'enrichissement du texte. Oh, ce n'est pas un texte qui va résoudre les problèmes, mais c'est la feuille de route qui en découle qui vont permettre, après 6 mois de travail, et ce congrès était dédié à ce cap HLM, à ce document, à ces propositions, simplement pour aller de l'avant. Nos fédérations, notre conseil social se sont mobilisés, les associations de locataires se sont exprimées. Or, j'en retirerai simplement quelques-uns, je pense avoir déjà été un peu long. Qualité de service, mise en ligne de l'offre de logement, pérennisation des logements accompagnés. Ça aussi, il faut en parler sans cesse pour prouver que c'est utile, que ça rend des services, que ça se dirige vers aussi un service plus humain par rapport à des fragilités qui peuvent se guérir, consolider la personne dans son parcours personnel, professionnel. Mobilisation pour les copropriétés en voie de fragilisation. Je regarde mon collègue Yannick Borde. La transition énergétique, nous y sommes totalement, complètement engagés. Partenariat avec le monde de la recherche. Alors la recherche, évidemment, fondamentale, la recherche technique, la recherche technologique, la recherche sociale, la recherche sociétale. Nous avons un rôle à jouer. Je suis sûr qu'il y a des maires qui sont encore à convaincre de l'utilité d'une opération de renouvellement urbain. Que peut-être ici ou là, nous avons encore des bailleurs qui peuvent être convaincus de l'utilité de rendre tel immeuble aux normes d'aujourd'hui. Parce que la ville se construit aussi sur la ville. Et le quartier peut se reconstruire sur le quartier et changer totalement son image. Voilà. Aujourd'hui, demain, nous pouvons dire à la société française, voilà ce que nous pouvons faire. Voici ce que nous allons faire. Voilà comment nous voulons être utiles. Voilà la vision d'avenir que nous avons pour, oui, le logement social et celles et ceux qui y habitent. Et si l'on construit aujourd'hui et si on réhabilite, celles et ceux qui y résideront dans 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Cap HLM, c'est un élan. Nous sommes heureux de le partager avec vous tous et avec vous toutes, et surtout avec vous, Madame la Ministre. L'année prochaine, chers congressistes, nous serons à Strasbourg. Et j'ajoute, si mes pairs me renouvellent leur confiance, je serai très heureux de vous y accueillir pour le 78e congrès. Je voudrais simplement dire que le temps que je passe dans le mouvement HLM m'amène peut-être à être de plus en plus passionné, engagé,
Alors, si j'ai toujours la même envie de défendre et de faire progresser notre mouvement vers l'avenir, je voudrais le partager encore un peu avec vous. Merci.